Mesdames, Messieurs, la fin de l'année s'approche et beaucoup d'esprits mauvais circulent dans le monde pour provoquer des mauvais sorts, racontent les bonnes ou mauvaises langues. Des rituels de prospérité et transmutation pour la fin de l'année sont proposés aux populations. Mais en réalité, chaque jour ne constitue-t-il pas déjà un nouveau départ? A-t-on alors besoin d'une préparation particulière pour l'amorcer? Un marché florissant dans les pays en voie de développement, diront d'autres adeptes ou non de cette science spirituelle. Que faites-vous pour purifier votre aura, avoir la chance et le succès durant les 12 prochains mois de l'année? Comment faire le dernier bain ou rituel de fin d'année? Et ceci, à quelle différence, puisqu'il parle de bain et en même temps de rituels. Mesdames, Messieurs, Afrique, rituel de fin d'année, une tradition à perpétuer ou pure arnaque? C'est bien sûr le thème central de cette émission puisque nous tendons déjà vers la fin de cette année. Et pour en parler, deux acteurs donc de ce monde. Apôtre Dao, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes maître visionnaire spiritualiste. Merci pour votre participation à ce débat. Tout le plaisir pour nous. En face de vous, c'est Bobos Adoron. Le présente plus sociologue, mais aussi traditionnaliste pour ceux qui le connaissent très bien. Merci, Bobos, d'être là. Merci, mon frère. Alors, apôtre Dao, comme je le dis donc à l'entame de cette émission, beaucoup de voix circulent un peu partout dans les radios, sur les télévisions, également sur les réseaux sociaux, également sur la toile, pour raconter que les fins d'année sont souvent des moments propices pour les esprits mauvais de perpétrer beaucoup de malédictions, de mauvais sorts donc à jeter aux personnes qui s'accompliront durant cette époque-là. Et c'est pour cela que vous, en tant que visionnaire et en même temps traditionnaliste, vous proposez des bains de fin d'année aux populations. Est-ce que c'est, on va aller directement sur ce thème-là, c'est vraiment une tradition ou de l'arnaque? Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspirituels. Je vais vous dire que ce n'est pas de l'arnaque, c'est une tradition. Parce qu'un homme sur cette terre a besoin de purification tous les jours. On ne devait même pas attendre la fin de l'année pour se purifier. Mais pas, comme tout le monde n'a pas les moyens, et on attend souvent les derniers moments, les 3 derniers mois, ou bien les 2 derniers mois, ou bien le mois de décembre, c'est le mois où on ouvre la porte à tout ce qu'on appelle énergie négative. C'est le mois où beaucoup de personnes viennent aujourd'hui au Bénin se ressourcer. Parce que le Bénin, c'est le pays des dépotoirs. Le pays où beaucoup de personnes quittent l'Est. Si vous voyez l'avion descendre au cardinal Gatti, ne vous dites pas qu'il est venu pour une affaire. Il est venu pour se charger. Il est venu pour se blinder, comme le disent les Congolais. Il est venu pour devenir un homme. C'est au Bénin qu'il y a la source de la spiritualité authentique. D'accord? C'est le carrefour de tous les mystères. Donc la purification est capitale à tout individu qui veut rentrer dans une nouvelle année pour quitter la charge mystique, la charge spirituelle, tout ce qu'on appelle comme combat mystique ou affront de sorcellerie pour quitter ce monde, pour rentrer dans un nouvel monde. Parce qu'on voit les pasteurs font des délivrances. L'esprit qui sort de ce corps va où? Ça rend dans les humains faibles. Mais toi, tu ne te charges pas spirituellement. Toi, tu vois les humains, les énergies faibles vont venir vers toi. Comme tu es faible, l'énergie viendra vers toi et ça va tenter. Donc, on a le droit de se purifier à chaque fin d'année pour rentrer dans une nouvelle année. Moi, je l'ai fait, je le ferai et je vais toujours le faire parce que c'est devenu une coutume pour moi. Et j'ai même déjà commencé par le faire. Maître Bobos, pure arnaque ou tradition à perpétuer, cette façon de voir les choses? Merci. Je me demande pourquoi le mot arnaque, du moment où chacun même peut faire ça chez soi. Lorsque vous avez la connaissance de la chose, lorsque vous maîtrisez les choses, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que la purification n'est pas que physique. La purification est d'abord mentale. Il faut aller vers les plans les plus profonds de votre être. Commencer les purifications à ce niveau d'abord. C'est-à-dire quoi? Je relance ma manière de penser. Parce que ma manière de penser détermine la vie que je mène aujourd'hui. Après, je revois les mots que je sors au quotidien. Ces mots font partie de mon existence. Qui je suis est traduit par les mots que je sors au quotidien. Alors, dis-moi un mot et je te dis qui tu es. Dis-moi un mot et je te dis qui tu es. Et aussi, je dois purifier mes émotions. Lorsqu'on me nargue, lorsqu'on me dit des choses sales, alors comment je traite ça? Lorsqu'on me critique, comment je traite ça? Tout ceci
fait partie de la souillure au quotidien. Lorsqu'on m'embête et tout de suite, je saute dessus, ou bien ça m'affecte facilement. Alors, je me souille. Ou mes désirs et sentiments. Alors, quels sont les genres de désirs que j'ai? Est-ce que escalader le mur de quelqu'un pour aller voler? Est-ce que même lorsque je suis un initié, un spirituel, et que les gens viennent vers moi, la première des choses, est-ce que c'est de leur prendre de l'argent? Ou bien c'est d'abord de les sauver? Ou bien c'est d'abord de les accompagner? Si c'est d'abord les accompagner et le reste après, je suis sûr qu'au tréfonds de moi, je me dis, je suis pur. Alors, quelle différence faites-vous, apôtre Dao, entre un bain et également les rituels? Parce que la plupart du temps, on dit il faut faire les bains et en même temps, il faut faire des rituels. Est-ce que c'est la même chose? C'est le rituel qu'on appelle bain. C'est dans le rituel qu'il y a un bain. C'est que, quand on parle de rituel, c'est l'ensemble du traitement d'un humain. Quand tu veux guérir quelqu'un, c'est des rituels que tu le fais. Et le rituel peut passer par un bain. Le rituel peut passer par l'offrande auprès de l'Iroko. Le rituel peut passer par l'offrande auprès de Monsieur Carrefour. Ça dépend de là où les génies te disent amène cet individu pour qu'on reçoive le message que tu veux de lui. Nous donnons l'invisible pour que le visible puisse vivre. Le soleil et la lune vient profiter de l'énergie du soleil pour éclairer la nuit. C'est qu'il y a un humain invisible qui prend l'esprit de ce que vous lui donnez dans le visible. C'est qu'il dit un humain comme moi, je suis là. Pourquoi on dit le membre de nos ancêtres? Au nom des membres de nos ancêtres. Quand pour jurer devenir président de la magistrature dans ce pays, on dit quoi? Je jure au nom des membres de nos ancêtres. C'est que nos ancêtres, malgré qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants dans l'invisible. C'est le subconscient de l'Africain qui lui fait croire ça. Non, mais ce n'est pas le subconscient, c'est comme ça. C'est construit comme ça. Ce n'est pas nous, jeunes aujourd'hui, ou qui a connu le monde joli, je ne sais pas, qui va changer ça. C'est toujours construit comme ça. Et on ne change pas la loi d'un pays tant que ça ne donne pas l'énergie négative de ce pays. Donc, si vraiment vous voulez amener l'offrande vers un carrefour, c'est l'oracle qui le dit, c'est la consultation qui le dit, c'est la vision que tu fais qui le dit. Quand je prends l'exemple de nos sœurs christianes célestes, quand on dit au nom de Jésus, on va te purifier, c'est Jésus ne va pas venir te purifier, mais c'est celui qui va invoquer les forces sur toi qui vont te purifier. On peut dire que c'est l'eau de coco qu'on va prendre pour te faire un rituel, et c'est l'eau de coco qui va te transformer en pur, parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas comment l'eau rentrer dans le coco. Donc ça dépend de comment vous faites votre rituel. Et le bain que vous faites dans votre rituel, c'est le rituel qui dit, oui, faites-lui un bain. Non, donnez-lui une scarification sur le corps, mettez la poudre dedans. Non, lavez-lui juste la tête avec mon diamédiment. Ou bien non, prenez la kewake et lui faites avec du parfum. Il n'a qu'à se laver 7 jours après. Prenez la feuille maintenant calcinée, rendez-lui comme savon, il n'a qu'à se laver durant des jours. Ça dépend de quel rituel vous voulez faire et quels sont les bains. Il y a des rituels aussi qui demandent d'autres ingrédients que nous allons au marché pour acheter, qui coûtent cher. C'est vrai, quand on te dit à toi, non initié, d'aller au marché, tu ne peux pas le million, ça va finir dans ta main tout de suite. Mais quand tu remets ça au traitant, tu dis, ah, il a bouffé mon argent. Mais toi, quand on te commande d'aller au marché, tu payes tout, tu ramènes, on met la marmite sur le feu. Tu peux dépenser, moi je connais des gens qui dépensent 12 millions juste pour faire une poudre, une portion de poudre. Mais quand il utilise ça durant un an, il sait ce qu'il a sur le milliard qu'il gagne. Si vous voulez grandir, mettez de l'argent dans vos grandes dimensions et tout ira bien. Et évitez de douter de celui qui vous traite pour ne pas vous créer des ennuis. Parce que quand tu programmes dans ta tête que celui qui veut te traiter, tu doutes de lui, le résultat final que tu n'auras que des doutes et des résultats négatifs. Quand tu crois à celui qui te traite, tu auras les résultats. Même s'il ne sait pas faire, l'énergie, le grégor des grands initiés invisibles vont t'accompagner à réussir à ta vie que de douter de lui. Évitez de douter. Voilà, Maître Boubous, justement, là, la grosse interrogation, c'est l'argent que ça coûte. C'est justement ce qui amène beaucoup à se demander si ce n'est pas de l'arnaque. En réalité, ça dépend de ce que vous avez comme situation, puisque je m'empêche souvent de dire problème. Lorsque la situation ne vaut pas la peine, on n'a pas besoin. Il y a des moments où moi, je dis même à la personne, allez chercher l'eau de la mer, mettez de thium en dedans, lavez-vous. Puisque l'eau de la mer se bat tous les jours pour enlever les saletés. C'est l'analogie, ça. Et donc, si j'utilise l'eau de mer, ça va aussi enlever les saletés en moi. C'est pas compliqué. Mais si c'est une situation, je vous donne un exemple. Une femme a rompu les liens avec son mari. En réalité, c'est le mari qui a demandé le divorce. Les deux vivant aux États-Unis. Ils ont 6 enfants. Mais le mari a tout fait pour miner la femme. La femme sort avec un homme, l'homme meurt. À chaque fois que la femme cherche à relancer sa vie du point de vue sentimental, elle tue. Et donc, ça l'a traumatisée. Elle n'est plus elle-même.
Et on la tourne jusqu'à, j'étais chez moi, on me l'a amené. J'ai dit, je vais faire ce que je peux dans la mesure du possible. Mais vous savez ce qui est censé la guérir? C'est 41 mouches qu'elle va manger. Mais comment on peut lui remettre mouche comme ça dans la main, elle va manger? Vous imaginez, la mouche ne tombe jamais malade, quoi qu'en soit la puanteur qu'elle mange. Un animal peut être mort par la peste. La mouche va dévorer, faire tout, mais la mouche ne sera pas contaminée. Et donc, c'est l'analogie. Mais il faut faire comment? Et je suis obligé de prendre une poche de piment de Guinée et j'ai rempli cette poche-là de mouches, plus les piments de Guinée, et j'ai pris super glue, j'ai collé tout. J'ai dit, ça, tu vas essayer de manger tout avec la peau comme ça, avec un peu de gin à côté. Donc, elle mange, elle prend de gin, elle mange, elle prend de gin. Et quand elle a fini, elle dit, si c'est ça, vous savez, j'ai fait tout ceci, j'ai dit, je te guéris, et lorsque tu es guéri, tu viendras faire une action de grâce. J'ai rien pris chez elle. Maintenant, quand elle a fini, elle dit, pour être sûr, cherchez-moi un homme qui va faire. Parce que vous avez dit que vous m'avez guéri. Alors, trouvez-moi un homme. Avec qui je vais coucher. Avec qui je vais coucher pour être sûr que vous m'avez guéri. Parce qu'à chaque fois, je tue des gens. Mais là, j'avais mon ONG, il y avait son président qui est là. Et j'ai dit, alors président, il y a une situation ici, bien sûr, tu vas te protéger, mais fais l'amour avec telle femme qui a peur, qui se dit qu'elle tue les hommes. Mais j'ai dit non. Puisque mon président connaît jusqu'où, parce qu'après la finition, il y a une consultation qui est faite pour voir si ce qui est fait doit marcher ou pas. Mais pourquoi vous-même, vous n'avez pas fait ça? Non, vous avez peur de mourir, vous? Non, ce n'est pas peur de mourir, mais à un niveau donné, vous devez savoir avec qui vous traitez. Il ne faut pas échanger les énergies n'importe comment. Ce n'est pas parce que le sexe est là qu'il faut bondir dessus. Lorsque vous allez au sexe avec une femme, vous partagez les énergies avec cette femme-là. Si moi je fais et que je tombe malade, qui va me guérir? Alors si lui fait, il tombe malade, je suis encore là pour le guérir. Et donc ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas le médecin qui va se mettre sur la table pour les expériences. Il faut qu'il aille chercher un cobaye. Normalement c'est ça, ou une souris pour faire ces expériences. Et donc je suis encore là pour accompagner celui qui pouvait attraper la maladie. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et vous savez, la dame est partie, mais à son retour, ce qu'elle a donné, si j'avais demandé un sou, elle ne m'aurait pas donné cela. Mais c'est parce qu'on l'a fait pratiquement gratuitement qu'elle est partie, elle est revenue avec... Je m'étais de tout ce qu'elle a fait, mais c'est trop ce qu'elle a fait. C'est 1000 fois ce que je pouvais lui demander. Et donc, parfois, on va dans des dimensions comme ça. Mais il peut arriver aussi, comme mon frère l'a dit, de prendre assez, parce qu'une purification, je peux demander un bélier. Lorsque vous êtes dans le trône, par exemple, et vous tombez dans un mal, vous avez mal fait, et le trône dit que vous avez mal fait à go. Mais à Godidé, vous devez payer un bélier parce qu'il faut que vous dépensiez et que dans la chair, ça vous fasse mal afin que prochainement, vous ne faites plus. Mais si on fait ça gratuitement, vous allez encore tenter. Un monsieur qui a attrapé une maladie auprès d'une femme qui est venue chez moi, je l'ai traité, j'ai dit, n'y va pas encore. Mais vous avez allé encore. Il est allé encore, il est allé, et il m'a ramené encore la maladie, mais cette fois-ci, il dit, maître, tu m'as interdit ça, mais je l'ai fait parce que je vais expérimenter ça. Donc, il y a aussi des curieux comme ça. Mais si tu lui prends suffisamment d'argent, à un moment donné, il ne va plus repartir afin de te ramener encore la maladie. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé que et la femme et lui-même soient chez moi afin que le traitement désormais soit complet. Et donc, c'est des cas comme ça. Il peut arriver que vous fassiez facilement. Il y a un aspect des choses que nous oublions. Parfois, quelqu'un va venir, lui, il a les moyens. Quelque chose qui devait coûter peut-être 1000 francs, tu peux lui prendre 200 000. Parce que demain, quelqu'un va venir, lui n'a pas du tout les moyens. Alors, qui va sauver celui-là? On va t'amener un malade qui n'a rien, ou parfois les parents laissent et rentrent chez eux. Mais qui va sauver ça? Mais c'est le peu que tu as sur l'autre que tu utilises pour guérir. C'est ça, c'est la loi de la compensation. Et donc, le tout ne suffit pas seulement de dire on a pris ça chez celui-ci, on n'a pas pris ça. Non. Si ça demande, et encore que parfois les consultations disent ce qu'il faut faire. Parfois, vous consultez, et le femme même va vous dire celui-là, il y en a un peu. Profitez parce que vous devez sauver quelqu'un d'autre. Vous imaginez chez un guérisseur, et on prépare à midi, et que 50 patients sont dans sa maison. Vous allez les laisser, vous n'allez pas les nourrir. 50 patients qui sont sur la cour, vous allez trouver l'argent où pour les nourrir? Vous préparez au nom de tous ceux qui sont sur la cour pour nourrir tout ce monde. Parfois, il y a des gens qui circulent même les Tchoumeka et autres qui circulent, vendent. Et à midi, ils savent que chez vous, il y a quelque chose à bouffer. Et ils partent pour manger seulement, ils ressortent. Et tout ça là constitue la grâce que Dieu vous donne. Afin que
Vous tendez seulement la main, peut-être à certains, ça guérit. Et comme Dao l'avait dit, il faut le faire sans savoir que c'est vous qui le faites. Il faut le faire en disant c'est l'invisible qui joue son rôle, c'est Dieu qui joue son rôle, c'est les anciens guérisseurs qui continuent de guérir. Et à ce titre, je ne pense pas que vous ayez échoué. On va sortir bientôt de cette émission. On a encore pratiquement 2 ou 3 minutes. Apôtre Dao, à quel moment précis et qui dans la famille peut faire le bain? Et ce que moi je recommande toujours, c'est d'abord quel moment. Nous tendons vers la fin de l'année, à partir du mois de décembre, octobre, novembre, décembre. Il faut 3 choses. La première, c'est le pardon. Deuxième, c'est la réconciliation. Troisième, c'est la purification. Les agressions sexuelles, surtout en milieu scolaire, seraient liées à l'attitude des jeunes filles, leur tenue. Pourtant, la tenue vestimentaire d'une femme n'est en aucun cas un motif d'agression selon certains. Et pour soutenir leur argumentaire, ils avancent qu'une jupe n'est pas une invitation, pas plus qu'un décolleté n'est pas une incitation. C'est une fausse excuse dangereuse qui tend à normaliser le viol et à en amoindrir la gravité, renchérissent-ils. Alors viennent les interrogations du genre, le lien entre tenue vestimentaire et viol est-il bien réel? Comment la tenue d'une fille ou d'une femme peut conduire à son agression? Quel est le rôle des parents et de l'école surtout dans la gestion de ces situations? Mesdames, Messieurs, la tenue légère en milieu scolaire est-elle cause d'agression sexuelle? C'est bien sûr de ce thème que nous allons parler ce matin. Et pour en discuter, je reçois pour vous Toussaint Sagofanou. Bonjour. Bonjour, mon cher ami, et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'est Yaovi Sika, artiste plasticienne. Elle est donc sur ce plateau avec double casquette. D'abord, femme, et puis après, le regard de la culture. Merci d'être là. Bonjour. Violer une femme, pour moi, c'est pire que lorsqu'un chien enragé mord une personne. Parce que le chien est dans son rôle. Il est là pour protéger la maison. Et s'il a rage, on n'a pas entre-temps fait les soins qu'il lui faut, il mord et il communique la rage. Mais un homme qui agresse une femme, la sexualité, c'est un plaisir qui se partage à deux. Lorsque j'agresse cette violence, même les chiens ne le font pas. Vous voyez un coq à côté d'une poule, ça fait la petite ronde, et puis quand la poule s'éloigne, le coq continue de l'aborder. Il y a une demande qui est faite. Mais agresser une femme, quel est le plaisir? Un homme normal ne peut même pas dire j'ai eu du plaisir à faire l'amour. Il n'a pas fait l'amour. Il a violé le corps d'une femme. Donc, l'habillement, même s'il est réprimandé et qu'il est... Enfin, on en discute et qu'on trouve que ce n'est pas culturellement acceptable ici, cela ne devrait pas amener... Parce que ça ne devait pas amener un homme à agresser une femme. Si c'était le cas, mais il y a beaucoup de professeurs qui auraient commis la pire bêtise de tous les temps. On va revenir tout à l'heure à cet aspect, à votre niveau. Qu'est-ce que vous avez porté le jour où vous avez été violé? C'est généralement la question qui est posée aux femmes qui subissent donc cette agression. C'est inadmissible. C'est pas une question à poser, non. Parce que c'est d'une certaine manière excuser le viol. C'est d'une certaine manière se dire, bon, ça a été normal, tu l'as bien cherché. Et vous savez que la plupart des filles violées, c'est ce qu'on leur sort. Ah, tu l'as cherché, tu étais où? Il était quelle heure? Qu'est-ce que tu faisais là? Ben maman, je sortais des cours. J'étais habillée en jean et avec un t-shirt. C'est pour ça que là, il y a le pourcentage que vous avez donné, mais vous savez que le viol est un fléau. Le viol est utilisé pendant la guerre. Le viol et on essaye de nous le banaliser en se cachant derrière des tenues, en se disant « Ah, qu'est-ce que tu faisais là ?» Mais il n'y a pas de rapport. C'est inadmissible de poser une question comme ça. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de filles et de femmes ne dénoncent pas. Moi, j'ai accepté de venir aujourd'hui parce que justement, libérer la parole, et j'ai trouvé, franchement, c'est admirable d'aborder ce sujet, parce que c'est que comme ça que nous allons faire évoluer les choses. Aujourd'hui, devant la télé, je ne sais pas combien de filles et de garçons vont regarder, mais ils sauront qu'il n'est absolument pas normal. Peut-être que pour la première fois, même un garçon va entendre agresser une fille, ce n'est pas normal. C'est de notre devoir, c'est notre part à nous de le dire. C'est hyper important. On ne peut pas poser ce genre de questions. Lorsque vous posez ce genre de questions, c'est de dire au garçon « Ah,
quelque part, c'est pas de ta faute. Quelque part, on t'enlève ta responsabilité. Mais c'est inadmissible. Lorsqu'il y a viol, c'est de savoir comment réparer, dénoncer, mais c'est de ne pas poser ce genre de questions aux jeunes filles. C'est inadmissible. Alors, tout ça, Sambou Fanou, vous êtes donc dans la relation éducative, vous êtes dans la situation de classe. Des filles qui portent des tenues indécentes à la limite, ça bouleverse l'enseignant, non? Ça le perturbe dans le déroulement du cours, non? Vous posez un problème très important. L'État ne viendra pas, le ministre ne viendra pas passer dans chaque classe, dans chaque école pour voir comment est-ce que les filles sont habillées. Il y a une norme qui est établie par le règlement intérieur. C'est là que vient la responsabilité du chef d'établissement. Et c'est là que le problème se pose aujourd'hui, où nous avons des chefs d'établissement de moins de 40 ans, des professeurs de moins de 30 ans, jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Je ne les accuse pas, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et quand c'est le cas, il faut que les tests renforcent la vigilance et la surveillance de cette catégorie de personnes. Alors, une fille qui vient à l'école, je suis en situation de classe, je vois une fille qui est très mal habillée. La première réaction, pour éviter de perturber ma personne et de perturber les élèves aussi, parce que les élèves aussi sont des garçons, c'est des humains. Ils vont voir ça, ils vont commencer à loucher là-bas, et puis de temps en temps, ils sont perturbés, ils sont distraits. La première réaction du professeur, c'est de renvoyer cette fille-là à la surveillance générale, pour que les surveillants lui indiquent la conduite à tenir. Parce que l'uniforme kaki, mais je vous en prie, quand vous faites coudre un bon uniforme à votre enfant, joli, mignon, quand ça descend, parce qu'on estime que lorsque ça descend vers les genoux déjà ou bien un peu au-dessus des genoux, ça fait plus esthétique, ce n'est plus sexy. L'école n'est pas pour une tenue sexy. L'école, le kaki résout beaucoup de problèmes. Bon, puisque au Bénin, par exemple, oui, puisque vous en parlez, le ministère de l'enseignement secondaire avait pris une note pour demander aussi bien au public que privé que désormais c'est le kaki qui sera la norme, mais 24 heures après, la note a été rapportée. Pourquoi? Oui, parce que nous sommes dans une société à plusieurs vitesses. Une société où il y a beaucoup de one-man show. Moi, j'ai créé mon école. Il faudrait qu'on sache que la tenue là, ça porte le nom de mon école, ça fait publicité pour mon école. Et puis quand c'est joli, on dit, ah, tu vois la tenue là, vraiment c'est joli. C'est quelle école ça? C'est l'école temps. Par plaisir ou nécessité de publicité ou c'est une affaire de manne financière parce que ces tenues sont vendues cher aux parents. Justement, j'en arrivais là. Il y a d'abord la publicité, mais il y a le fait qu'il y a un commerce qui se fait au niveau de chaque établissement privé. Parce que la tenue, si je m'arrange pour que l'industrie qui fabrique cette tenue me livre cela à moi exclusivement et que sur le marché, il n'y en a pas, mais je le vendrai à un prix qui va me permettre de renflouer les caisses de l'établissement. Tout cela a amené le ministre, que j'apprécie, à prendre une décision. Malheureusement, on n'uniformise pas les choses dans un pays où on a dit pluralisme tant, je ne vais pas rentrer dans la politique. Pluralisme, donc, les gens estiment que c'est leur droit. On est en démocratie, ils sont libres. Et en fin de compte, la liberté nous conduit à des dérapages. Parce que le kaki permettait quoi? Le kaki seul, porté dans le privé, dans le public, permettait de ne plus voir la différence entre les classes. Ah, voilà des gens de famille pauvres. Regarde ce que lui a porté là. Yeah, c'est chic, hein? C'est très joli. C'est sûr que c'est des gens aisés. Quand c'est comme ça, il y a des escaliers, des marches, des clivages. Et ça, c'est pas bon. Pour amoindrir tout ça au temps de la Révolution, tout le monde était en kaki. On ne sait pas qui vient d'un village, qui vient de Heviv, qui vient de Paris, qui a des parents très aisés. Non. Et puis ça permettait quand même à tout le monde d'être un peu plus à l'aise sans la différenciation des classes. Sikayaovi, vous avez été élève, vous l'avez dit, et vous avez été aussi sportive, vous portez des t-shirts, en même temps des culottes, des shorts pour pouvoir donc aller au sport. Est-ce que vous avez été une fois opposé des injures sexistes ou des traitements un peu défavorisants, ou même si vous avez été une fois agressé à la limite? Alors quand j'étais plus petite au cours primaire, non. Quand on portait le short t-shirt, j'avoue que non, parce que j'étais aussi en kaki, hein, j'ai fait l'école en partie ici. C'est plutôt quand j'ai été à Bégamé, donc au lycée, où on est allé en kaki, mais pendant le sport, effectivement, dès qu'on portait un short, les garçons étaient quand même attirés, perturbés. J'ai jamais eu de professeur déplacé. Je n'ai jamais eu affaire à ça.
très respectueux. Mais pendant le sport, c'est vrai que c'était un peu difficile. Difficile parce que moi, j'ai fait ma taille très, très tôt. Donc, j'étais très grande et en short. Et du coup, c'était un peu malsain parce que c'était... donc, du coup, beaucoup de filles ne faisaient pas de sport. Elles se faisaient dispenser. Ou alors... qu'est-ce qu'elles portaient à l'époque? Non, ouais, elles se faisaient dispenser. C'était assez radical. Au fait, il y a celles qui faisaient le sport. Donc, en tant que filles, nous étions peu nombreuses. Et les garçons, il y en avait beaucoup plus. Beaucoup de dispenses. Moi, je l'ai toujours été jusqu'au bout, mais ça a été difficile. On vous regarde, on dit des mots déplacés, et ils attendaient surtout la fin, après pas devant le professeur, à la fin du sport, quand on partait. C'était difficile de marcher jusqu'à la maison, parce qu'à l'époque, nous, il n'y avait ni ZEM ni quoi que ce soit. Hein. Tu habites Miseba, tu viens avec les gamins, tu te lèves à 5h30 pour être à l'heure, pour repartir, donc on fait tout ça à pied. Moi, je connais tout Cotonou par cœur à pied, on faisait tout à pied. Donc, c'était difficile. Alors, du coup, après le sport, on essayait finalement de remettre notre kaki par-dessus. C'est ce qui permettait, sur la route, qu'on nous foute la paix, mais sinon, même tout au long de la route, c'était ça. Mais ce qui était intéressant, c'est lorsque je me faisais huer ou un peu agresser ou qu'on me titillait, sur la route, parce qu'à l'époque, je me souviens, il y avait toujours des vendeuses dehors, une maman ou même un père qui reprenait les garçons en disant « Vous sortez d'où? On ne vous a pas appris, c'est pas comme ça que ça se fait. » Donc, c'est ce qui pouvait me permettre à moi de me sentir aussi normale et pas déplacée, que j'avais rien fait de mal, parce que c'était culpabilisant. Alors que pour faire du sport, on met un short et un t-shirt, quoi. Oui, ça c'est obligatoire. C'était tout. Alors, sur ce plateau, vous estimez que c'est à la limite bestial, le viol? Non, c'est pas à la limite, c'est bestial. Quand c'est lié donc à la tenue vestimentaire, ça voudra simplement dire que le garçon qui doit pouvoir passer à cet acte n'a pas reçu suffisamment d'éducation. Alors, lorsqu'on va commencer par parler du rôle parental dans la gestion de ces actes-là, Sabo Tousséfanou, enseignant aujourd'hui, vous êtes parent également. Quelle éducation vous donnez aux enfants? Est-ce que vous pensez qu'un jour, on ne vous rapportera pas que votre garçon a été auteur d'un viol? Merci beaucoup, parce que quand vous abordez le rôle des parents, je dis c'est crucial, c'est capital. Quand vous voyez une fille très mal habillée dans la rue, laissez la fille jeter un coup d'œil vers ses parents. Moi, je ne peux pas être à la maison pour que ma fille sorte de façon dévergondée comme ça, avec les seins, 3/4 des seins en l'air, les fesses totalement, je sais pas. Non, je ne peux pas être à la maison, même après mon décès. Si on se souvient de ma photo, on voit ma photo, qu'on me voit, on ne sortira pas comme ça de la maison. Parce que l'éducation est stricte. Donc, les parents, quand j'ai entendu que la note du ministre a été rapportée, ou bien ça n'a pas marché, les élèves ont protesté, les parents se sont mis dedans, je dis, notre société court vers quelle perte? C'est les parents qui devaient supporter le ministre, soutenir le ministre dans la réglementation des tenues, de l'uniformisation des tenues, ainsi de suite, ou alors se rapprocher du ministre sans donner dans le panneau de leurs enfants comme s'ils supportaient. Alors, quand on va violer ou bien quand on va agresser une de leurs filles, qu'est-ce qu'ils vont dire après? Donc, moi, je crois que le rôle des parents est capital. Parce que même si vous êtes un parent jeune, vous avez le devoir d'éduquer. Vous avez fait des progénitures, pas pour les laisser à la société ou à la rue. Vous avez le devoir. Si vous n'avez pas l'âge d'éduquer, si vous n'avez pas les moyens de faire pression sur des enfants, ne les faites pas. Parce que là, vous allez livrer à la société des délinquants sociaux. Alors, quand les parents sont, quel que soit là où ils sont, ils doivent accompagner tout mouvement, toute décision, toute éducation qui permet de protéger et la fille et le garçon. Parce qu'en protégeant la fille par rapport à certaines tenues, en protégeant la fille dans sa tenue vestimentaire, dans son éducation, vous protégez déjà des enfants aussi, des élèves, des garçons. C'est automatique. Parce que le garçon qui ne voit plus le corps de la fille, qui n'est plus excité, perturbé, il a le temps maintenant de se consacrer à ses études et de tenir la fille pour camarade de classe, amie, enfin amie d'enfance et non copine de demain ou bien partenaire sexuel. Donc les parents ont un rôle important à jouer. Et il faut parler, il faut parler. C'est pour cela que quand vous m'invitez pour ce genre d'émission, quelles que soient mes occupations, je saute sur l'occasion. Parce que je me dis, même si 2 ou 3 personnes sur des milliers qui vont suivre ça se disent, mais c'est vrai ce que les gens disent là, on aurait déjà gagné quelque chose. Mesdames, Messieurs, le continent noir est riche de sa tradition.
même dans sa forme la plus modernisée possible. Les constitutions africaines lui font référence. Tous ses fils, sans exception, pensent aujourd'hui que le développement ne se fera pas sans cette tradition dont le socle reste le Fa qui a pris source dans la région du Golfe de Guinée. Une pratique qui peine à faire l'unanimité au regard de sa conception de l'avenir. Et pourtant, ces pratiquants estiment qu'il sera essentiel pour une gouvernance exemplaire. Comment réaliser du moins ce vœu de voir la tradition en avant-garde dans le développement de l'Afrique? Peut-elle constituer un rempart à la corruption, à la malgouvernance? Quels sont les acteurs qui pourront y contribuer et également leur rôle dans ce fait? Afrique, gouvernance d'un État, quelles peuvent être les contributions de la géomancie Fa? C'est bien sûr le thème central de cette émission. Et pour en discuter, je reçois pour vous Daniel Kenom. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes enseignant-chercheur. Merci pour votre présence sur ce plateau. En face de vous, c'est Sylvain Kwasi, impérateur de l'ordre sacré, prêtre Fa également, qu'on ne présente plus, un habitué donc de nos plateaux. Sylvain Kwasi, merci d'être là. Voilà, l'Afrique regorge d'une pluralité de pratiques ancestrales. Et pourtant, vous estimez aujourd'hui que le Fa peut faire partie, ou du moins constituer l'élément central d'une gouvernance. Alors, pourquoi vous prêchez pour votre paroisse, M. Kwasi? L'Afrique possède la démocratie dans son essence. Et tous les pays sont démocrates. Parce que quand nous parlons du mot de démocratie, on parle toujours de là du démon. Le démon est là, déjà. Et le Fa permet de connaître le démon. Son démon. Le démon du pays, le démon de chaque individu. Il faut connaître son démon pour l'apaiser. Parce que tout à l'heure, mon cher ami a dit, le Fa est la science qui permet d'apaiser, d'apporter la fraîcheur dans la vie d'un individu, d'un pays. Le Bénin a le Fa, chaque grande ville du Bénin a le Fa. Cotonou a son Fa, Porto-Noix a son Fa. Aux États-Unis, au Japon, c'est pareil. Donc chaque ville a un démon qu'il faut apaiser. Il faut connaître, et le démon, c'est la légende personne de chaque individu, de chaque pays. Donc, le Fa est important. C'est le Fa qui permet de pratiquer la vertu également et de effacer les péchés. Prier n'apporte rien à personne. Mais pratiquer la vertu, c'est important. Ça permet d'effacer les péchés, puis de maîtriser son ego et d'aller plus loin. Donc, la pratique du Fa, vraiment, s'avère important. C'est pour ça que nos rois, étaient sages. Aujourd'hui, il faut que nos chefs d'État aussi deviennent des sages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a relégué cette pratique-là au second rang? Au second rang, oui. Est-ce qu'il peut revenir un peu... Nos rois, quand je prends le roi Béanzin, son fils de Fa qui est à Claonlin, disait déjà qu'il sera roi, mais il ne va pas rester roi. Il ne mourra pas roi, déjà. Donc, en principe, on ne devait pas le nommer roi. Et quand je prends des signes de Fa, par exemple, Pierre Blanc, qu'on a consulté pour lui quand le blanc arrivait, on dit que le blanc va détruire ton palais, te déporter. Tu mourras indécile déjà, parce que le signe Pierre Blanc dit que le papillon qui sort de son cocon ne revient pas. Comme c'est la mort. Et bien, c'est que la mort. Donc l'oracle était là déjà. Il aurait pu empêcher ce qui arrivait aux Dazomé. Mais par contre, lui croyait au vaudou, qui sont les narcissiques, que j'appelle les narcissiques. Parce que le vrai vaudou encore, c'est le Fa qui le donne. Alors, M. Kenom, vous êtes enseignant-chercheur, je le rappelle chaque fois. Quand le Fa est une science, et pourquoi son enseignement peine à prendre véritablement dans les universités africaines? Parce que le sacré doit rester toujours sacré. Est-ce que vous pensez que quand vous le faites comme ça, eh bien, est-ce que vous attendez, à travers décupler la connaissance, peut véritablement émerger? Merci. Ce n'est pas que l'enseignement du Fa peine à démarrer à l'université, mais les universitaires s'accrochent plus aux questions de spécialité, des théories et des doctrines occidentales. Pour avoir un peu étudié, hors de ce cadre culturel et cultuel, le mythe de la Kowe continue encore. Et nous trimballons encore les traces de ce conservatisme. Je ne dis pas conservation, hein. C'est tout un système de nos aînés qui ne peut pas transmettre les choses sérieuses à des enfants qui n'en ont pas encore l'âge
Mais là, je ne parle pas de l'âge physique, mais de l'âge mental, l'âge mûr, l'âge mature, capable de maîtriser. Le mot démos, qui on parle du démon, tout ça. Si le démon est quelqu'un, c'est à des degrés divers. Et comment faire pour cerner les affres et orienter? Tout repose sur le fa. Et si vous voyez un chef d'État en train de donner des points de vue aussi convaincants, et tout le monde va dire, mais non, il se prend pour qui? Mais finalement, il atteint ses objectifs. Il est assis sur quelque chose. Il a déjà fait la consultation et il a fait les rituels. Et c'est le rituel. À des moments donnés, ce n'est plus l'homme physique qui parle là, c'est le fa qui parle. Monsieur Kwasi, vous qui avez consulté plusieurs personnalités politiques à travers l'Afrique et le monde, vous n'avez pas forcément besoin de citer des noms. Est-ce que vous pensez que véritablement, les signes que vous leur révélez, ils agissent conformément à cela? Un peu comme pour appuyer Daniel Quelombe qui pense que pas c'est... souvent, pas souvent. Parce que je sais que l'homme a deux parties en lui. Et la partie dominante de l'homme, c'est la pensée objective qu'on nous a appris, nous a donné par la science rationnelle. Et la pensée subjective, personne ne veut. On l'a oublié, presque oublié. Et la pensée subjective, le fa est là. Donc il fallait au-delà de la pensée objective pour le fa. C'est-à-dire que c'est les religions qui ont tué le fa. Le fa était leur adversaire. Le fa est ce qui est Dieu en nous. Donc eux préfèrent aller vers le Dieu du mental, le Dieu de la raison, le Dieu imaginaire. Parce que Dieu n'est pas l'imagination des hommes. Et quand je prends le cas, il faut aller prendre le voyage en Chine antique. Et quand les missionnaires blancs catholiques sont partis en Chine, ils ont trouvé le fa, que les Chinois appellent le Yiking. Le Yi, c'est le signe d'Ablamiti, donc le discours de la tortue. Mais il y a plusieurs livres de Yiking. Ils ont remarqué que le Yiking qui est plutôt rationnel, qui est plutôt métaphysique, qu'on ne peut pas expliquer, qui est plutôt une pensée philosophique, mais qui n'est pas le Yiking véritablement, qu'on appelle le Yiking des Totets, qui permet de dire non, mon cher ami, ce mariage n'aura pas lieu, parce qu'il aura tel problème. Ce président, nommé ce gars président, il n'y aura que le malheur dans le pays, il n'y aura que les gens rouges dans le pays. J'ai fait une conversation avec un ami du président Yahya Boni Kentena, un jour, il est venu me voir, j'ai dit, bon, Yahya Boni gagnait les élections par rapport à Adrien Ouedi, mais le président Yahya Boni sera dépourvu de toute sagesse. Mais on m'a convoqué au palais. Mais après, 5 ans plus tard, beaucoup d'opposants m'ont appelé. Mais c'est quoi? Vous avez vu, vous avez dit qu'il y a une honte. Mais de lui enfoncer la honte, on dit non, on ne peut pas lui enfoncer la honte. C'est pas le but de faire ça. Donc, il faut l'aider à trouver la sagesse. Mais le pouvier pensait trouver la sagesse à l'église, chez les prêtres, chez les évangélistes. Non, il ne détient pas la sagesse. La sagesse, c'est soit l'oracle. On ne peut pas séparer les deux mots. La sagesse et l'oracle sont identiques. Donc une fausse croyance alors que les Africains ont véritablement cerné cette pratique démocratique qui, selon vous, consiste à apaiser le démon en soi, au sein de la nation et même à dimension continentale. Ce démon est d'abord révélé par l'oracle, par la consultation. Déjà dit, les démons, c'est à des degrés divers. Mais si les chefs d'État, oui, n'arrivent pas, effectivement, comme vous l'avez dit, puisque la plupart du temps, vous estimez qu'ils ne sont pas assis là par hasard, c'est forcément parce qu'ils ont quand même eu assez un certain nombre de connaissances et pourtant ils se comportent d'une manière à la limite désobligeante. J'irai plus loin pour dire que le fa, lorsque vous faites une consultation et que celui qui est vraiment maître, initié du fa et qui connaît et qui sait interpréter les signes, lorsqu'il parle, si la chose n'est pas déjà passée dans le passé, il est en train de passer dans le présent, de se produire ou alors ça se produira. Sur ce, je suis un peu, pas gêné, je suis amené à dire, le fa, réellement, ne ment pas. J'étais étudiant, en 3e année, j'ai amené un ami faire voir un grand consultant de fa, consultant, un grand devin, et le monsieur a demandé quelque chose, et après, le devin lui dit, moi, je suis né triplé, il a dit, Hovi, c'est-à-dire, dis à ton ami de ne pas faire ce qu'il veut faire sur lequel il a fait la consultation. Si je suis vivant, il viendra me le dire, mais en pleurant. Si je suis mort, il viendra pleurer sur ma tombe. Le type est allé à la tombe du monsieur plusieurs fois déjà. Il dit... Donc il a tenté le projet. Oui. Il dit, si c'est pour un truc de mariage, ça ne marchera pas. Il connaîtra les pires ennuis. Si c'est pour le commerce,
il va sombrer, il ira en prison. Si c'est ceci, ici c'est ceci. Et on a dit à un autre, dis à ton garçon de ne pas marier cette fille. Sinon, c'est la prison ou le meurtre. Tout ça, j'étais en quelle classe? CE1. J'ai gardé ces choses parce que un an après, tout s'est passé. Le monsieur, il a amené la fille, mariage, vous savez. Arrivé en France, qu'est-ce qui se passe? La fille utilise sa carte de crédit pour remplir le congélateur d'un autre Camerounais. Et quand il a constaté, c'était trop tard, il a battu à mort. C'est les sapeurs-pompiers qui sont venus récupérer. La fille a survécu. Mais entre-temps, comment faire pour gérer le quotidien? Il a demandé à quelqu'un de lui envoyer quelque chose par... Ils ont envoyé de la drogue. Il est allé en prison. Le FA est important à être consulté lorsque nous avons de grands projets. Et si cela marche pour un individu, il est normal que cela marche pour l'individu qui est à la tête d'une nation. Je crois que c'est le fil producteur ou conducteur du débat de ce plateau ce matin. Alors, comment faire en sorte que cela puisse être en avant-garde? Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, M. Daniel a bien précisé, un grand devin et quelqu'un qui vraiment s'y connaît. Parce que lorsqu'on prend la région du Golfe de Guinée, il y a beaucoup quand même de consultants de FA. Et c'est ça d'ailleurs qui repousse les autorités, parce que la plupart du temps, on note qu'il y a de faux marabouts, de faux guérisseurs, de faux consultants. Ça ne peut pas le repousser. Il a plusieurs formes de mancie. Au Bénin, on appelle le FA. Les Européens connaissent aussi la mancie, une forme de mancie qui est la sang des nombres. Par exemple, quand je prends la date de naissance d'un individu, à partir de la date de naissance, moi je fais ce que j'appelle le but de la vie. Ce n'est pas de la numérologie, le but de la vie. Parce que je pense que chaque individu porte des masques. Comme des masques, cet individu porte. Je prends un exemple très simple. Le président Adjabon, je parlerai de lui. Quand je prends sa date de naissance, tu vois deux nombres. Le 11, le 14. Quand je pense que c'est deux nombres sur le plan binaire, sous forme de tétragramme, j'ai un signe de Fa qui sort automatiquement. C'est le nombre en binaire devient des signes de Fa. Le signe dit que deux chefs ne restent pas dans un même bateau. S'ils savaient ça, il ne fallait pas cette association avec le président Talon, qui est le quotidien aujourd'hui. Donc c'est pas ignorance. Alors que Adjabon était toujours à l'église catholique. Le livre de la sagesse parle de Salomon. On dit que la sagesse de Salomon dépasse la sagesse du fils de l'Orient, de l'Égypte. Cet enfant, Salomon, était qui? C'est un roi sage. Mais Salomon est l'enfant de l'oracle. Ils ont personnifié l'oracle par l'enfant Salomon. Et les Blancs le savent. Les Blancs connaissent l'oracle. Ils ont mis l'oracle à l'Occident, qui est le pays de Vovolevo, le pays où le regard de l'homme ne peut pas y aller. Il fallait faire ce regard, faire ce pays lointain, le FA permet d'aller au pays lointain pour connaître ce qui va se passer dans son déroulement total. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre la divination en amont. C'est ce que les rois faisaient avant. Quand on nommait un roi, il faut aller au FA du roi. Le FA du Glalair, on le connaît, on l'a vu du Glalair. Le FA du Glalair disait qu'aucun enfant du Glalair ne peut pas être roi. C'est pas possible. Il savait lui-même. Et c'est parce qu'il a dit à son fils Bianzin, tu auras la farine, mais tu n'en auras pas la pâte. Tu auras les yeux rouges. Donc aujourd'hui, on doit retourner vers ce passé glorieux qu'est le FA. Oui. C'est l'oracle qu'on connaît le passé, le présent, l'avenir de chaque individu. Donc je pense que mon dernier mot, c'est dire à mes amis africains d'aller tous à l'oracle. Dire à nos chefs d'État africains d'aller à l'oracle pour apprendre à nous diriger, apprendre à servir. Servir, c'est connaître son ego et diminuer son ego. Voilà. Merci donc à vous, Sylvain Kouassi. Vous êtes prêtre FA, mais vous êtes aussi l'impérateur de l'ordre sacré et un ordre aujourd'hui en veilleuse. Merci donc à vous également, enseignant-chercheur Daniel Kunom, pour votre participation à cette émission. Et comme je l'ai dit, dans les jours à venir, on reviendra forcément sur ce thème, mais sur d'autres aspects essentiels de la vie. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée à la gouvernance de l'État vue par les spécialistes du FA. Vos contributions sont également attendues toujours pour construire cette Afrique qui a tant besoin de ses fils. À très bientôt sur SICA. Merci. Merci.